Écoutez, bonsoir à tout le monde. Voilà, c'est le premier séminaire du Brest Civic Lab sur l'Assemblée de Bretagne, associer les citoyens et les citoyennes à la transformation. Donc ça va durer 30 minutes, on va essayer vraiment de caler ça, de garder ce rythme-là, de respecter le timing. Donc pour intervenir ce soir, nous avons Stéphane Péan, qui est cofondateur du Brest Civic Lab, Erwan Dagorn, qui travaille à l'agence Mission Publique et qui est spécialisée en participation citoyenne, et également Kevin Jézéchiel, qui est un citoyen impliqué, engagé dans le milieu associatif pour la réunification de la Bretagne. J'introduis rapidement en vous rappelant, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le Brest Civic Lab, donc très rapidement, c'est un think tank breton indépendant qui a pour slogan « L'intelligence collective au service de l'innovation politique ». Donc c'est assez récent, ça a été cofondé fin 2018 par Stéphane Péan et Ronan Kerléo, qui est avec nous aussi. Il est aujourd'hui structuré avec un conseil d'administration sur la Bretagne qui inclut la Loire-Atlantique puisque le siège est officiellement à Nantes. On a eu jusqu'à aujourd'hui une forte visibilité dans les médias avec plusieurs plateaux TV, avec des collaborations de grands quotidiens régionaux qui ont pu parler des travaux du Brest Civic Lab. Également une collaboration avec DIDAB, avec le financement participatif sur le grand sondage TMO sur la réunification de la Bretagne. Vous avez peut-être vu passer, les résultats ont fait la une du Télégramme fin 2019, donc avec une reprise par l'AFP. Et depuis la création donc, du Brest Civic Lab, il y a eu plusieurs notes d'analyse sur l'Europe, sur la crise sanitaire, et la dernière en particulier, donc, qui est accessible en ligne, sur la proposition d'une Assemblée de Bretagne, une nouvelle collectivité unique fusionnant la région et les conseils départementaux. Donc, je vais commencer par poser quelques questions donc, à Stéphane Péan sur cette Assemblée de Bretagne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? D'où vient cette proposition à l'origine? Oui, bonjour tout le monde. Donc, l'Assemblée de Bretagne, c'est pas nouveau, hein, nous ne l'avons pas inventé. Elle remonte d'abord à une saisine du Conseil économique et social régional de la région Bretagne, datant de l'année 1999, ce qui en fait d'ailleurs à l'origine une proposition portée par la société civile. Alors, elle est revenue dans l'actualité en 2014, hein, lors du redécoupage du territoire national en grandes régions. Et la région Bretagne et son président, à l'époque Pierrick Massiot, soutenaient alors l'idée de création d'une collectivité territoriale unique. Alors, elle fut surtout promue à cette époque par Jean-Jacques Urvoas, député et qui était également président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Et bon, vous êtes sans doute au courant, il publie un ouvrage argumenté proposant une Assemblée de Bretagne, réunifiant aussi d'ailleurs la Bretagne en y incluant la Loire-Atlantique. Finalement, cette proposition n'a pas abouti, faute d'un projet suffisamment discuté, mûri et partagé entre les différents acteurs. Aujourd'hui, pourtant, des collectivités territoriales uniques existent en Outre-mer, mais aussi en Corse, puisque la Constitution et son article 72 le permet. Alors effectivement, l'année dernière, nous avons été impliqués dans un grand sondage sur la Bretagne à 5 départements, et donc qui a remis cette Assemblée de Bretagne à l'agenda politique, puisque parmi les sondés, 61% affirment être favorables à la mise en place d'une Assemblée de Bretagne et seulement 18% s'y opposent. Et alors, pourquoi soutenir cette Assemblée de Bretagne? Alors, pour nous, le think tank Brest Civic Lab a trois piliers en fait d'analyse: la Bretagne civique, tout ce qui est démocratie, participation citoyenne. La Bretagne urbaine, on se distingue un peu des différents cercles de réflexion en Bretagne, puisque on souhaite aussi réaffirmer le fait urbain en Bretagne. Et puis l'autre pilier parmi les trois, c'est la Bretagne républicaine. Pourquoi? Parce que nous pensons que l'intérêt général de la Bretagne doit être porté par une véritable collectivité régionale afin de répondre aux grands défis de notre temps. Alors, on évoque souvent l'Assemblée de Bretagne comme un moyen de rationaliser l'action publique, de limiter le millefeuille administratif, de donner plus de lisibilité aux citoyens et parfois même de réduire les coûts administratifs de mise en place des politiques. Donc, on répond très souvent d'abord à la question comment, mais rarement à la question pourquoi. Et donc, souvent, les discours sont très juridico-technocratiques même,
et les citoyens finalement peu impliqués. Et donc justement, vous évoquiez les grands défis de notre temps. Quels sont-ils? Alors c'est effectivement un des gros points de cette note que nous avons rédigée. Il s'agit en fait des objectifs de développement durable qui s'appellent les ODD. Ils ont été définis à l'échelle planétaire quand même par l'ONU dès 2015. On les appelle aussi les objectifs 2030. Donc là, on est en 2020, il nous reste 10 ans pour les atteindre. Ils sont au nombre de 17. Ils ne sont pas séparés les uns les autres en fait. Ils sont interconnectés. Ils touchent toutes les grandes thématiques croisant le développement économique, la protection de l'environnement et la cohésion sociale. Par exemple, la santé, l'égalité, le climat, la biodiversité, même l'économie circulaire, qui est aujourd'hui une grande politique mise en place, en tout cas dans des lois, y compris en France, mais qu'il est difficile de mettre en place dans les territoires. Donc ces objectifs, cet agenda 2030 se décline actuellement à toutes les échelles de gouvernance politique. Alors évidemment, on a parlé de l'ONU, mais aussi de l'Europe, des États, et puis des territoires. Alors des méthodologies ont été définies, élaborées, et puis surtout des indicateurs de suivi. Alors pour une fois, on va enfin avoir des indicateurs d'évaluation de ces politiques à l'échelle planétaire, donc pour tout le monde en fait, au même moment. Alors selon l'OCDE, une grande partie de ces objectifs ne pourraient être atteints sans une approche territoriale, c'est-à-dire sans l'action des villes et des régions. Alors l'Europe est en train de finaliser sa nouvelle stratégie territoriale, c'est prévu à la fin de l'année 2020. Et la France donc a eu un peu de retard, puisque sous la présidence de Hollande, rien n'avait été signé. C'est avec le président Macron que la feuille de route nationale en faveur des ODD, des objectifs de développement durable, a été mise en place. Alors ce qui est intéressant pour nous, c'est que dans la priorité 5 de cette feuille de route, la priorité 5 est favorable à l'innovation territoriale et à la participation citoyenne. Alors en France, les collectivités territoriales ne sont pas encore véritablement concernées, alors qu'il nous reste, comme je l'ai dit, 10 ans pour agir. Alors, on attend de parler au municipal, pas vraiment. Allons-nous en parler au régional? Pourquoi pas? Il suffit de regarder ce qu'a fait la Catalogne. Elle a complètement développé tout un plan pour donc s'intégrer dans cette politique globale, avec donc une intégration de politique et une véritable feuille de route. Donc les régions en Europe sont déjà impliquées. Pourquoi pas la Bretagne? Alors, effectivement, nos responsables politiques doivent sortir d'opportunisme, attendant une crise sanitaire pour lancer des réflexions sur la décentralisation. Il faut en fait s'inscrire dans le temps long dès maintenant, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus perdre le sens de l'urgence. Et qu'apporterait de plus donc, cette Assemblée de Bretagne? Les collectivités actuelles, est-ce qu'elles ne peuvent pas rapidement agir? Alors là, c'est la question de fond. Donc, afin d'atteindre ces objectifs de transformation, donc au niveau international, on demande des politiques publiques beaucoup plus intégrées pour avoir un plus fort impact, donc beaucoup plus structurantes et dans les territoires, puisque, comme je l'ai dit auparavant, les études montrent que ces objectifs ne peuvent pas être atteints sans l'intégration des territoires. Alors, les collectivités territoriales actuelles en France sont évidemment impliquées dans des politiques, mais elles sont souvent menées par leurs administrations qui fonctionnent de manière sectorielle, en silo. Et de plus, nos collectivités locales ont des compétences qui sont séparées, ce qui ne permet pas facilement d'intégrer ces politiques. Il faut des accords entre collectivités éventuelles, ou alors il n'y a rien du tout, il n'y a pas du tout de politique véritablement intégrée. Alors, on pense qu'en fusionnant les compétences de la région et des départements, l'Assemblée de Bretagne pourrait faciliter cette intégration et donc porter de véritables politiques intégrées en faveur du développement durable, comme je le précisais dans l'exemple de la Catalogne. Et alors, effectivement, les compétences, il faut déjà en avoir. Il faut aussi avoir un pouvoir politique pour pouvoir mener des politiques intégrées, ce qui n'est pas obligatoirement le cas avec les collectivités locales en France, puisque le centralisme est quand même très, très fort. Donc, il s'agit également de donner beaucoup plus d'autonomie politique à cette nouvelle collectivité. On considère que trop multiplier
les coopérations un peu bureaucratiques entre collectivités et puis aussi les services de l'État, puisqu'ils sont encore très présents au niveau local, ça ne va pas faciliter enfin, une mise en œuvre rapide des politiques pour atteindre ces objectifs. Donc, en conclusion, nous on considère aussi qu'il faut aussi et surtout repartir du point de vue citoyen, puisqu'on parlait de Bretagne Civique, hein, notre premier pilier au Brest Civic Lab, et non seulement des élus qui ont tendance à être dans leur propre logique de collectivité, d'institutions actuelles, alors qu'il faudrait peut-être aussi en créer de nouvelles. Et il faut surtout que le citoyen soit intégré en amont et au cœur de la démarche de cette création d'Assemblée de Bretagne. Voilà. Très bien, merci beaucoup Stéphane Péan pour toutes ces réponses. Je me permets de rappeler pour tous les participants qui nous ont rejoints en cours que donc on est sur un format assez court de 30 minutes. Si on a le temps, à la fin, on pourra reprendre quelques questions que vous pouvez nous poser dans le chat. Voilà. Maintenant, je vais passer donc, à Erwan Dagorn. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'enchaîne avec ma première question. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le domaine de la participation citoyenne en général? Est-ce qu'elle n'est pas plutôt promue avant tout dans des projets de proximité? Ça bouge beaucoup depuis. On a tous entendu parler du grand débat, de la Convention citoyenne pour le climat depuis un an. Ça bouge beaucoup en ce moment. Ça avait commencé avant à bouger beaucoup. Donc effectivement, initialement, historiquement, la participation citoyenne était beaucoup plus développée dans les collectivités. Au niveau du gouvernement, on n'a pas attendu le grand débat dans les ministères pour lancer des démarches de participation citoyenne. Pour autant, elles n'étaient pas autant médiatisées. Le grand changement au niveau national, c'est vraiment une vision nationale que la participation peut exister. Le grand débat était très multiforme, hein, c'était plusieurs définitions de la participation qui se cachaient derrière, mais ça a permis à tout le monde d'avoir une bonne idée de ce qu'est la participation. Moi, ça fait 12 ans que je travaille dans ce domaine, c'est toujours très difficile quand on contacte des citoyens, leur expliquer, on va vous donner la parole, on va co-construire avec vous des politiques publiques. Depuis le grand débat, c'est beaucoup plus facile. Et là, on a vraiment passé une étape très forte avec la Convention citoyenne, parce que pour la première fois, même au niveau des collectivités locales, c'est extrêmement rare, pour la première fois, des dirigeants sont allés vers les citoyens en leur disant, voilà, on vous donne un mandat, on va suivre ce que vous allez mettre en place. Ils vont pas, le gouvernement ne va pas forcément tout suivre, mais ils sont engagés à mettre en place au maximum les propositions de la Convention citoyenne. Et ça, c'est un marqueur qui est très intéressant dans le progrès de la participation citoyenne. Et ce sera intéressant de voir maintenant l'aller-retour aussi vers les collectivités. Est-ce que les collectivités vont aussi passer le pas de donner des mandats qui les engagent, donner un cadre aux participants qui leur permet de déterminer ce qui va être mis en œuvre? Parce que jusqu'à présent, la participation, c'est très souvent consultatif. On vous demande votre avis et après, on vous s'engage à faire un retour, mais on ne vous garantit pas qu'il sera suivi. Avec la Convention, là, on est en train de passer à un degré supérieur. On ne sait pas encore ce qu'il en sera fait, pardon, mais en tout cas, sur la lettre de commande du gouvernement est très claire là-dessus. Il y a un engagement fort. Et maintenant, donc là, je parlais de niveau local et au niveau national, mais aussi au niveau international, il y a beaucoup de choses. Dès 2015, moi, j'avais pu travailler sur un débat international sur le climat. Médiatiquement, il n'était pas extrêmement connu. Pour autant, ça a permis de porter la parole des citoyens au sein des négociations de la COP21. Et il faut imaginer, en fait, on était déjà en 2015 à 97 débats dans 76 pays, soit 10 000 citoyens qui ont passé toute une journée à débattre des mêmes questions liées au climat ce jour-là. Et depuis, on observe une familiarisation de plus en plus d'institutions à ces questions-là. Et la Commission a testé pas mal de choses ces dernières années et ils sont en train de mettre en œuvre. Donc, ce qu'on entend, c'est que vraiment, il y a des démarches de participation de plus en plus ambitieuses qui sont mises en place. En fait, moi, un peu le regard que j'ai à travers toutes les démarches que j'accompagne, c'est que je vois une acculturation de plus en plus grande des gouvernants, des décideurs, que ce soit sur des sujets internationaux en Europe ou en France, ce qui fait qu'ils comprennent de mieux en mieux ce qu'est la participation et ce que ça peut produire. Donc, les choses progressent très vite. À voir maintenant si on arrive à une co-construction beaucoup plus actée que ce que ça a été par le passé. D'accord. Si on revient justement sur la France,
Vous êtes animateur de la Convention citoyenne pour le climat, également impliqué dans la mise en place d'un conseil citoyen en collaboration avec le Conseil économique, social et environnemental. Dans ces débats-là, comment réagissent les citoyens? Qu'est-ce qu'ils vont apporter en plus? Il faut imaginer dans ce type de démarche avec le CESE où c'est un panel d'une trentaine de citoyens ou la Convention climat où c'est 150 citoyens. Quand je dis des panels, ils sont vraiment représentatifs de la population. Il y a quelques critères qui sont créés pour qu'ils soient le plus représentatifs, le plus diversifiés. Et donc, on réunit des personnes qui, au début, peuvent être sceptiques par rapport à la démarche. Alors, ils sont très intéressés, ils sont très curieux, ils ont un appétit fort de contribuer. Pour autant, c'est pas dans leur pratique, ils n'ont jamais fait ça. Et ils ont aussi un doute, ils sont sceptiques sur le fait que ça va être écouté. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils se rendent compte très vite que malgré leur diversité, ils arrivent à dialoguer ensemble, que ce qui les sépare n'est pas si grand que ça. Il y a eu des démarches où on avait une petite idée un petit peu des profils politiques des participants et on savait que c'était très, très, très diversifié par rapport à leurs intentions de vote qu'ils avaient pu déclarer lors du recrutement. Et ce n'est pas pour autant qu'ils n'arrivent pas à discuter ensemble et finalement, ils sont d'accord sur énormément de choses pour construire un projet de société. Et vraiment, sur ce type de démarche, ce qui est vraiment intéressant, c'est que par rapport à ce qui est fait habituellement par des experts ou par des décideurs politiques, c'est que ça permet un pas de côté. Quand ils réfléchissent pas technique ou dans un silo très précis. Ils pensent système global et ils proposent une vision de la société. Donc, ça permet vraiment de rompre des silos, de proposer une vision globale de l'organisation de la société et aussi de créer un nouveau récit et de comprendre finalement à travers la plupart des productions, enfin même toutes les productions que j'ai pu voir avec des groupes citoyens, que ce soit avec la Convention ou avec ce groupe citoyen au CESE, les citoyens, les politiques et les techniciens souvent projettent des choses sur les citoyens qui ne sont finalement pas vraies. Ils sont beaucoup plus prêts à bouger que ce qu'on peut imaginer. Et si on leur propose un cadre qui leur permet de s'exprimer, ils montrent à quel point ils sont prêts à bouger et ils sont vraiment prêts pour un changement de société beaucoup plus grand et notamment pour prendre en compte les enjeux climatiques et sociaux. Pour revenir... Aussi, un petit point que je voulais rajouter là-dessus, c'est aussi, il faut se dire, ils sont pas du tout en opposition aux élus. Ils peuvent être très critiques, ils sont même souvent très, très critiques. Ils ne sont pas non plus en opposition avec les experts, mais le fait, dès qu'ils participent à ça, ils pointent l'importance d'associer les citoyens et souvent, ils préconisent justement de continuer et ils s'inscrivent dans ce qu'ils préconisent eux-mêmes, dans un dialogue et dans une co-construction avec des élus dont ils reconnaissent l'importance, même s'ils veulent voir des choses changer, et des experts dont ils reconnaissent aussi l'importance. Mais ils pointent aussi toutes les limites du système tel qu'il est organisé. Merci. Si on en revient donc à la Bretagne, aujourd'hui, quelles démarches et procédures délibératives pourraient être adoptées pour faire naître justement cette Assemblée de Bretagne? Si on regarde en fait ce qui est préconisé par des citoyens dans ces démarches, clairement, ils préconisent davantage de décentralisation. C'était très clair dans les résultats du grand débat. Une gouvernance beaucoup plus près des territoires et une participation citoyenne beaucoup plus forte. Et finalement, si on veut inventer la démocratie de demain, un enjeu, c'est peut-être aussi de l'inventer d'une autre manière que la démocratie d'aujourd'hui a été inventée. Et enfin, moi, je travaille dans ce domaine-là, donc j'y suis sensible, mais tous les citoyens qui font ces préconisations, qui travaillent sur ces démarches, préconisent justement d'être impliqués eux-mêmes dans la construction et dans la vie de la démocratie de demain. Donc, il y a un enjeu fort justement d'associer les citoyens, d'avoir un dialogue fort pour pouvoir construire ces institutions de demain. Donc, si on imagine effectivement une Assemblée de Bretagne, ce serait très intéressant d'avoir des citoyens. Avec ce groupe d'une trentaine de citoyens avec lesquels je travaille au Conseil économique, et social et environnemental, ils préconisent quelque chose qui est aussi préconisé par des experts qui sont des chercheurs qui observent notamment la Convention citoyenne et ce type de démarche en ce moment. Ce qu'ils préconisent, c'est de garder certaines des institutions élues actuelles et d'avoir à côté des institutions citoyennes qui permettent aussi de faire des préconisations, des propositions. Et souvent, ils soulignent en fait le court-termisme
du système actuel qui empêche de se projeter très très loin et de devoir montrer des résultats très rapidement. Et c'est ce qui est pointé par les citoyens naturellement, mais c'était aussi pointé dans une tribune il y a quelques semaines dans Le Monde par quelques chercheurs en sciences politiques, c'est que justement d'avoir des citoyens qui constitueraient une assemblée du futur, qui prennent ce pas de côté, qui n'ont pas d'intérêt propre, qui ne représentent pas des organisations, qui n'ont pas de compte à rendre à court terme, ça permet justement d'imaginer une autre manière de fonctionner et de légitimer des décisions qui ne sont pas toujours faciles à prendre. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des citoyens qui font des préconisations sur le climat, parce que ça donne aussi une légitimité et un poids face à d'autres formes d'intérêt. Et on avait vu par exemple, la première convention citoyenne qui a été créée, ce n'était pas la convention citoyenne française, c'était la convention citoyenne française, en Irlande. Et en Irlande, il y avait un gros problème, aucun politique n'osait s'emparer du sujet de l'avortement. Et l'avortement, jusqu'à il y a 2 ans, existait toujours en Irlande. Donc, ils ont créé une convention citoyenne qui a pu s'emparer du sujet, qui a pu en parler publiquement et expliquer que finalement, les positions étaient très partagées dans la société irlandaise. Ensuite, il y a eu beaucoup de publicité autour de ça. Il y a eu un référendum et ils ont autorisé, légalisé l'avortement. Et de la même manière, changer des institutions, quand c'est porté uniquement par des politiques, on peut imaginer des formes de suspicion, ou en tout cas la peur que ce soit la même chose qu'avant. Si on y associe des citoyens qui font des préconisations, qui prennent du temps pour y réfléchir, qui rencontrent aussi des experts, des élus, qui discutent avec eux et qui font des recommandations, ça change beaucoup de choses et ça légitime beaucoup les propositions d'une nouvelle forme d'assemblée qui peuvent être mises en œuvre. Merci. Donc, ce qu'on comprend bien, c'est qu'il n'y a pas de formule magique là aujourd'hui. C'est vraiment des choses qui ne sont pas figées, qui peuvent être amenées à évoluer en fonction donc, des préconisations de ces citoyens-là. Et donc, après la fondation de cette Assemblée de Bretagne, justement, comment continuer à impliquer les citoyens dans la gouvernance démocratique de cette nouvelle collectivité ? Dans la participation citoyenne, il y a une dimension à laquelle nous, à Mission Publique, moi, je suis très attaché en particulier, c'est le principe du tirage au sort, du renouvellement des instances de participation. Finalement, on ne veut pas créer de nouveaux notables ou de nouveaux représentants qui resteraient très longtemps aux manettes, entre guillemets. Un intérêt de la participation citoyenne, c'est justement de pouvoir faire ce pas de côté, d'avoir des personnes qui ne deviennent pas des professionnels de la politique. Dans les préconisations citoyennes, ils disent souvent on a besoin d'une partie de professionnels de la politique, on a besoin d'experts, mais pour autant, on a aussi besoin de personnes qui sont souvent renouvelées justement pour apporter un regard nouveau, une expertise, un pas de côté, et ces personnes qui n'ont pas ces intérêts. Et donc, le principe du tirage au sort est vraiment très important pour pouvoir avoir une participation saine et pérenne. La manière dont on le fait pour la Convention citoyenne, c'était à l'échelle nationale. J'ai travaillé avec des régions où on avait imaginé des critères pour avoir un panel régional et ces personnes s'engagent à contribuer pendant X temps. Et donc, effectivement, d'avoir une assemblée citoyenne tirée au sort qui s'engage pour X temps, c'est intéressant. Après, il faut voir en fonction des objectifs, de ce qu'ils doivent produire, le rythme du travail, mais vraiment d'avoir des personnes qui s'engagent pour un temps limité, 6 mois, 1 an, peut-être un peu plus, en fonction des sujets. C'est très intéressant et ça leur permet en fait, parce que finalement, on prendrait un citoyen ou quelques citoyens, on les mettrait dans une assemblée élue, ils n'ont pas forcément les mêmes armes, et ils sont pas organisés entre eux. Finalement, ils auraient tendance à écouter et à se positionner en fonction de discours qui sont déjà organisés. L'intérêt d'avoir un groupe citoyen, c'est de le réunir et qu'ils se nourrissent de sa diversité, qu'ils vivent ensemble, qu'ils réfléchissent, qu'ils entendent les diversités des situations, des opinions, des vécus au sein de ce groupe et qui se constitue sa propre opinion. Et une fois qu'il s'est constitué sa propre opinion, là, c'est intéressant, peut-être qu'il aille dialoguer aussi avec des élus. Mais il a besoin, un groupe tir au sort a besoin de maturité. Donc, ce que je veux dire, c'est prendre quelques citoyens tirés au sort et les mettre dans une assemblée d'élus.
ça peut avoir beaucoup de limites. Il a besoin de vivre et d'abord de mûrir une opinion commune. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et ces éclaircissements. Donc, on a quelques questions sur lesquelles on reviendra. Pour l'instant, je vais passer la parole donc, à Kevin Gézéquel, qui, je le rappelle, donc, est un citoyen nantais qui est engagé dans le milieu associatif pour la réunification et qui va donc nous parler un petit peu de ces sujets-là et de comment impliquer notamment la Loire-Atlantique dans cette démarche d'Assemblée de Bretagne. Oui, bonsoir. Alors, c'est autant une remarque qu'une question. Parce que ce qu'on constate effectivement depuis de nombreuses années en Loire-Atlantique, c'est qu'il y a une demande démocratique pour tout ce qui touche au changement de région et à la réintégration de la Loire-Atlantique en région Bretagne. Cette demande s'est exprimée de plusieurs façons. D'abord par le biais d'une quinzaine de sondages sur les 30 dernières années, dont le dernier justement a été co-organisé par le Voice Civic Lab, qui tous donnent des résultats analogues pour ce qui est du changement de région en Loire-Atlantique, c'est-à-dire qu'à peu près 2/3 des habitants sont favorables à un changement de région, alors que et le dernier tiers est soit opposé, soit indifférent. Ensuite, il y a une pétition mise en place en 2018, dans le cadre de laquelle 130 000 électeurs du département de Loire-Atlantique ont été sollicités, et sur ces 130 000, 105 000 ont signé pour demander un référendum, c'est-à-dire à pouvoir voter sur le fait que le département change de région pour réintégrer la région Bretagne. Il y a eu également, on peut citer les votations au milieu des années 2010, organisées au niveau de différentes communes du département, la plus grande étant Saint-Herblain, votations qui à chaque fois ont donné des larges majorités en faveur toujours de cette réunification de la Bretagne. Voilà, donc ce sont les trois principaux éléments. On pourrait rajouter tout ce qui touche à une expression politique ou un activisme sous forme de manifestations, d'activisme divers, etc. Alors, tous ces éléments-là, donc je voulais revenir un petit peu dessus. Là, aujourd'hui, sur Nantes, on voit que les choses bougent un petit peu dans le cadre des élections municipales, puisque la liste, disons l'entente de liste qui est sortie largement majoritaire à l'issue du premier tour, a pris des engagements nouveaux, innovants par rapport à ceux qu'on pouvait voir lors des élections municipales précédentes sur Nantes. 3 engagements principalement. Le premier, c'est le vote d'un vœu de la ville pour obtenir donc ce référendum sur le changement de région. Le second, c'est la mise en place d'un grand débat public sur la question de ce changement de région à l'échelle de la ville, de la métropole et pourquoi pas à une échelle plus importante si d'autres acteurs souhaitent s'y joindre. Et enfin, la création d'une instance pérenne donc, à l'issue du vœu qui puisse regrouper à la fois des élus et différents acteurs de la société civile pour réfléchir ensemble, pour porter ces questions et pour pouvoir avancer et pourquoi pas obtenir ce vote global. Donc voilà, donc il y a globalement ce qu'on remarque, c'est que quand même la population du département de Loire-Atlantique est globalement demandeuse. Donc dans ce cadre-là, quid de l'Assemblée de Bretagne, comment est-ce qu'on implique la population du département finalement au vu de sa situation administrative particulière dans ce projet d'Assemblée de Bretagne? Très bien, merci beaucoup. Peut-être que Stéphane Puyan peut nous dire aussi un petit mot justement sur comment impliquer la vision de Brest Civic Lab sur cette implication de la Loire-Atlantique dans l'Assemblée de Bretagne. Oui, alors c'est effectivement c'est toute la problématique d'être les maîtres des horloges. Là actuellement, tout bouge énormément de partout. On ne sait même pas d'ailleurs s'il va y avoir des élections régionales en mars 2021. Or, nous avons appelé dans notre note à avoir une consultation en fait à ce moment-là. Alors peut-être que ça va être reporté à fin 2022, donc on est un peu dans le flou évidemment. Alors
En même temps, nous ne sommes pas, en tout cas pour le Brest Civic Lab, mais je pense y compris pour des associations citoyennes un peu plus activistes, nous ne sommes pas non plus des partis politiques. Hein. Donc nous, l'objectif, c'est de construire un collectif et surtout une réflexion en ce qui nous concerne, puisque nous sommes un think tank, donc de construire une réflexion qui ne reste pas à huis clos dans un comité quelconque, mais qui soit vraiment portée par des citoyens. C'est en l'occurrence pour ça que nous avons élaboré des notes que nous diffusons sur les réseaux sociaux et nous lançons des webinaires. Voilà, donc on essaye aussi d'influencer les choses. Et en tout cas, dans un premier temps, que la question soit vraiment posée, parce qu'aujourd'hui, il y a des élus qui ne veulent même pas poser la question. Alors, pourquoi avoir une réponse si on ne pose pas la question? Donc là, en l'occurrence, nous, on veut poser la question. Et nous sommes effectivement dans une démarche citoyenne qui ne se limite pas du tout aux frontières administratives, c'est notre avantage. Et je pense qu'il va falloir agir, communiquer, influencer tout ça sur l'Assemblée de Bretagne. Alors peut-être plus sur la Bretagne à 4 départements pour l'instant, parce que c'est là-bas où ça a été dans un premier temps porté. Et puis en parallèle, Kevin Jezequel nous a expliqué ce qui se passe actuellement avec les propositions de programmes lors des municipales. Des choses avancent. Enfin, il faut avancer un peu sur ces deux jambes-là, l'Assemblée de Bretagne, le débat sur la réunification. Et la question, c'est est-ce que ça va avancer en même temps ou pas? Mais peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir des synergies, que ça va s'intégrer justement lorsqu'on parle de politique intégrée pour aller vers l'impact. Est-ce que ça va s'intégrer à un moment donné? Bon, nous, on n'a pas tout entre nos mains, évidemment, mais ce que nous pouvons faire, c'est créer ce collectif, d'abord de réflexion, et puis que le débat citoyen ait lieu, parce que qu'il y ait une consultation, c'est très bien. S'il y en a une, c'est très bien, mais il faut qu'en amont, il y ait ce débat. Et donc là, on a besoin de méthodologie, d'organisation, de choses. Il nous faut un cadre, en fait. Et effectivement, ce que Erwan Dagorn nous a expliqué, hein, il y a des méthodologies qui doivent être appliquées. Et on pense que c'est à travers ce débat citoyen-là que l'on va débloquer en fait la situation à un moment donné. Alors effectivement, il ne faut pas non plus attendre 10, 20 ans maintenant. Il faut aller vite, il faut qu'on ait des institutions efficaces, il faut répondre à des objectifs. Voilà. Merci beaucoup. Erwan, peut-être un petit mot aussi pour répondre à cette intervention de Kevin. Tout à fait. Oui, tout à fait. À la fois pour répondre à Marc et puis qui avait posé une question dans le fil conversationnel et à Kevin. En fait, il faut imaginer quand je disais tout à l'heure, les citoyens pensent, quand on met un groupe de citoyens diversifiés, ils ont tendance à penser système. Mais pour être concret, quand on interroge des citoyens pour faire des propositions pour résoudre à travers des actions dans le territoire les problèmes climatiques, ou qu'on les interroge sur comment faire progresser la démocratie, ils parlent finalement des deux sujets. Parce que quand on les interroge sur les questions climatiques, ils vont pointer, par exemple, parce qu'en fait, donc, ils réfléchissent le week-end, ils rentrent chez eux et ils se disent, j'ai envie de changer plein de choses dans ma vie, au-delà d'imaginer comment changer le système. Et là, ils se rendent compte, c'est ce qu'ils expriment, hein, à quel point le cadre dans lequel on vit nous enferme et nous limite dans notre capacité d'action. Et donc, naturellement, ils imaginent des manières démocratiques pour mettre en mouvement le territoire, vivre autrement à travers de la solidarité entre les personnes et avec beaucoup plus de dialogue, d'interaction pour construire cette citoyenneté et mettre en œuvre ce nouveau modèle et permettre à tout le monde de s'impliquer davantage. Et ils voient bien à quel point, pour changer les modes de vie, c'est très compliqué. On a besoin de dialogue et que ça repose sur un cadre institutionnel dans lequel on décide justement comment sont organisés les différents services, quelle offre on propose pour le territoire et pour répondre à quel souhait de vie. Donc, finalement, ils ne décorrèlent pas quand on a une réflexion comme ça et quand on a une réflexion sur un sujet tel que l'Assemblée de Bretagne, les préoccupations climatiques, écologiques,
elles sont omniprésentes dans une grande partie de la population. Le cadre de vie est très important. Et donc, naturellement, ils vont réfléchir en même temps comment ces nouvelles institutions permettent de répondre à ces enjeux de long terme. Et c'est vraiment une limite du système tel qu'il est aujourd'hui, c'est souvent de proposer des choses à trop court terme ou démontrer une capacité à agir à très long terme. Et bien pour un groupe de citoyens, c'est beaucoup plus facile de penser 2050 parce qu'on se projette dans un mode de vie, dans un modèle qui est réinventé, qui correspond beaucoup plus à ce que l'on souhaite, que de se projeter à 2030 où finalement le temps de mise en œuvre est très court. Ils y arrivent, mais c'est beaucoup plus facile de se projeter sur un grand changement de modèle et c'est ce qu'ils ont envie. En fait, quand on a un groupe de 30 ou 150 personnes ensemble, ils ont envie de réfléchir à c'est quel modèle de société on veut et c'est quand même une évolution forte par rapport au modèle d'aujourd'hui. Ils voient un modèle vertueux socialement et écologiquement, très souvent en premier lieu. Et par rapport donc, à la question sur comment on place la question de la Loire-Atlantique là-dedans, moi, en fait, vous évoquiez le sujet du référendum. En fait, il y a plein de manières de prendre le sujet, mais je vais prendre l'exemple. J'ai rencontré un professionnel qui travaille aux États-Unis l'an dernier, en Oregon. Et en fait, en Oregon, à chaque fois qu'il y a un référendum, il y a un panel citoyen. Ils en ont beaucoup, et c'est pour ça qu'ils ont fait ça, parce que c'est dur à chaque fois de creuser. En fait, quand on fait un référendum, c'est compliqué de comprendre tous les tenants et les aboutissants derrière un sujet. Finalement, ramener la Loire-Atlantique en Bretagne, ça peut poser pas mal de problèmes, des choses positives. Et pour quelqu'un qui est un petit peu extérieur au sujet ou qui n'a pas énormément de temps à y consacrer, ça peut être difficile de se faire un avis. Et en Oregon, ce qu'ils font, c'est qu'ils font un panel de citoyens qui rencontrent plein d'experts, qui rencontrent plein de personnes pour s'approprier un sujet, produire un avis et montrer s'ils sont tous d'accord ou s'il y a du débat au sein du groupe. Et donc, ils produisent un document court de 2-3 pages que toutes les personnes qui vont voter au référendum reçoivent dans leur boîte aux lettres. Et ça permet simplement de se baser comme ça sur l'état des opinions de citoyens informés qui ont pris le temps de la réflexion, qui ont débattu, dialogué entre eux, mûri leurs opinions et qui donnent une recommandation. Et à mon sens, une réflexion à la fois sur l'Assemblée de Bretagne, une réflexion sur l'Assemblée de Bretagne pourrait inclure la question du périmètre géographique de la Bretagne, mais ils auraient donc plusieurs questions à traiter. Mais ça, c'est vraiment le sujet à définir avant de lancer le travail. Il pourrait à la fois réfléchir au modèle, comment fonctionne cette assemblée. J'imagine 30 citoyens ou 100 citoyens qui travaillent pour définir cette assemblée de Bretagne. Ils peuvent réfléchir à la fois sur à quoi elle ressemblera, quelle sera la place des citoyens, et un autre sujet de réflexion qu'ils auraient, ce serait de dire quel périmètre, et avec cet enjeu de la fusion, du rassemblement de la Loire-Atlantique avec le reste de la Bretagne. Merci beaucoup. Alors justement, vous avez commencé à répondre aux questions. On approche de la fin, on est en train de dépasser un petit peu, mais on peut rester encore ensemble un petit moment pour prendre 2-3 questions. Alors peut-être la première, qui est une question de Marc qui s'adresse davantage à Stéphane Payan. Et Marc nous demande, est-ce que la création de l'Assemblée de Bretagne doit être un outil pour supporter un projet de territoire répondant aux objectifs de 2030 ou une finalité du Brest Civic Lab? Alors, bon, je l'ai déjà indiqué, le Brest Civic Lab, c'est un think tank, mais on a 3 piliers. Il y avait cette Bretagne républicaine, c'est inscrit dans le marbre. On est pour l'Assemblée de Bretagne, donc c'est un véritable engagement de ce think tank. Un think tank, ce n'est pas neutre. Obligatoirement, ça impose quelque part un cadre. Maintenant, on n'est pas un parti politique, on ne va pas donner des mots d'ordre, etc. dans le vide. Ce qu'on veut, en fait, c'est construire, être constructif. Et la question, c'est comment on peut être constructif, justement. Et là, c'est quand même notre premier pilier, c'est la Bretagne civique. Et donc, l'implication de citoyens dans ces réflexions. Voilà, c'est pour ça qu'on a ce webinaire aussi aujourd'hui. Alors après, il y a toujours cette question quand même du fond qui est le pourquoi. On ne peut pas continuer à revendiquer une Assemblée de Bretagne ou je ne sais quoi dans le vide. Il faut quand même qu'il y ait un véritable projet. Or, ce projet, en réalité, il existe déjà, mais c'est comme une ambition planétaire avec une déclinaison d'objectifs qui doivent amener à la mise en place de politiques dans les territoires. C'est demandé au niveau international. Alors, qu'il y ait des États qui bloquent ça,
parce qu'ils veulent garder une centralisation, soit, mais ce que l'on va voir concrètement, c'est l'absence de résultats. Donc il faut absolument avoir des pouvoirs politiques au niveau des territoires. Alors, on parle beaucoup des régions, mais on n'oublie pas non plus notre troisième pilier, les villes, hein, qui ont un rôle important à jouer aussi dans ces réflexions. Donc oui, moi je pense qu'il faut aller à fond sur ces objectifs 2030, qui ne sont pas non plus d'une radicalité affligeante, hein. Ça reste quand même le développement durable, mais au moins tout le monde est d'accord, donc on y va, on fait aussi comme la Catalogne, qui a retransformé complètement sa politique, son organisation, pour pouvoir répondre au niveau international à travers des indicateurs de suivi, etc. etc. Donc, la Bretagne, à mon avis, a tout pour s'engager sur ces objectifs 2030. Alors, c'est pas quelque chose, c'est pas top-down, hein, comme on dit, c'est pas quelque chose qui vient du haut. C'est à nous aussi, sur un mode ascendant, de construire ces réponses-là à ces objectifs. Donc, c'est une forme aussi d'autonomie, hein, de l'action politique en Bretagne. Merci. Alors, je vous propose de répondre rapidement à la question de RIF et ensuite on prendra en dernière question celle de Yannick Kerlogo avant de conclure. Donc, RIF lui nous demandait concrètement comment organiser des débats citoyens sur ce sujet de l'Assemblée de Bretagne d'ici les prochaines échéances électorales. C'est en lien aussi avec la remarque de Marc sur qui est le leader politique qui a assez de poids en Bretagne et à Paris pour faire avancer cette question aujourd'hui. Stéphane, est-ce que vous avez envie de répondre à ça ? Alors là, on est sur la question. Alors, il y a à la fois la partie sur concrètement comment organiser d'ici les prochaines échéances électorales, comment organiser ces débats citoyens et quelle politique aurait assez de poids pour faire avancer cette question justement. Les débats citoyens, effectivement, on peut lancer comme le sondage, on l'a financé sur financement participatif, 15 000 € avec un partenaire. Bon, ça me semble aussi à cette échelle-là très compliqué de porter tout ça en tant que simple association. Donc, obligatoirement, il faut quand même construire quelque chose, influencer, construire quelque chose avec les élus qui, à mon avis, n'y connaissent pas grand-chose non plus hein, de ces méthodologies de participation citoyenne. On a eu des débats nationaux aujourd'hui, mais pas régionaux, donc pas véritablement avec une dimension régionale. Il y a eu les conférences citoyennes régionales lors du grand débat, mais dont les questions étaient nationales. Donc, il faut aussi que les questions soient territoriales. Mais on ne peut pas faire sans les élus, donc il faut aussi construire quelque chose, influencer, et il faut gagner, ça reste toujours un combat collectif déjà d'imposer ces questions, mais je pense qu'il y a quand même une belle progression en peu de temps là, hein. Donc on avance, hein, ça peut... je pense que ça peut déboucher. Je sais qu'en Loire-Atlantique, on est en contact aussi avec des candidats qui seront probablement élus, qui sont très intéressés par tout ce que l'on pousse comme proposition de solutions et de démarches démocratiques, hein. Je reste quand même très positif, moi, mais c'est quand même très complexe et il ne faut pas dire voilà on veut ça et puis rien du tout. Donc il faut essayer de construire des choses en fait. Très bien, merci. Donc, je vais passer la main, du coup, à Yannick, si ça fonctionne, pour qu'il puisse nous poser sa question. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend bien. Eh bien, merci de l'invitation. En tout cas, excusez-moi, je suis arrivé un petit peu en retard, mais ravi de retrouver certains que j'avais pu rencontrer à Paris il y a quelques mois. Écoutez, moi, j'avais simplement envie de partager avec vous une question en vous écoutant. Je ne dis pas que j'ai forcément raison, bien au contraire, mais je pars du constat que Stéphane notamment m'avait présenté, c'est-à-dire cette formidable consultation citoyenne que vous êtes parvenu à faire avec un financement participatif. Donc, ça veut dire que c'est possible. Vous avez eu un retour presse, notamment avec le Télégramme, qui avait joué le jeu, et vous aviez marqué quand même les esprits à l'époque, me semble-t-il. À la question, est-ce qu'il y aurait des leaders politiques aujourd'hui qui, que ce soit à Paris ou en région, manifestement non, disons les choses franchement, ce n'est pas un sujet qui est vécu prioritairement, en tout cas par les élus en place. On a raison de rappeler qu'il y a des enjeux électoraux. Alors, est-ce que les élections régionales auront lieu après? Très franchement, je crois qu'il faut garder le calendrier du moment. Ce n'est pas parce qu'on dit des choses et qu'on entend des choses que ces élections régionales se soient déplacées après les élections présidentielles. Ça me paraît quand même un petit peu curieux. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que je reprenais l'exemple
Alors, excusez-moi, je recherche le prénom d'Erwan. Lorsqu'Erwan m'avait déjà parlé une première fois de l'Oregon et de cette idée d'aller nourrir finalement le citoyen, je me dis au fond, pourquoi vous n'iriez pas saisir les candidats, je pense aux prochains candidats des régionales, sur un engagement de leur part à effectivement organiser alors, une réunion avec des citoyens et des élus, pourquoi pas, mais moi j'ai envie de me reposer sur cette initiative nouvelle de la Convention citoyenne pour le climat qui repose sur le tirage au sort et où au final j'ai rencontré quelques-uns des membres de cette convention qui vont donner leurs conclusions comme vous le savez ce week-end. Et donc l'idée c'était qu'ils acceptent d'être nourris par des experts, par des scientifiques, par des chercheurs, moyennant l'organisation de temps de rencontres et de formations. Et globalement, ils ont joué le jeu, ces personnes-là. Donc, ils se sont nourris avant de faire des préconisations. Est-ce que ce serait insensé d'imaginer un tirage au sort de citoyens qui acceptent de se plonger alors sur les temps de formation peut-être courts, mais suffisamment organisés, pour rencontrer sociologues, experts, scientifiques sur ces questions à la fois d'Assemblée de Bretagne et de réunification, et en étant pour ou contre, accepter le jeu finalement de s'engager sur quelques semaines ou quelques mois, pour ensuite préconiser des conclusions en sachant que ça pourrait être financé, par exemple, par le Conseil régional, sachant que vous iriez chercher les candidats avant et leur demander ce qu'ils en pensent. Voilà, tirage au sort, nourrir les citoyens et les laisser ensuite faire des préconisations. Stéphane, je vous laisse répondre à la question. Bah oui, enfin c'est exactement ce qu'on souhaite. Donc je crois qu'on est complètement d'accord. Après c'est qui finance et là, on en revient toujours au même. C'est qu'à un moment donné, alors soit c'est un financement participatif et on arrive à monter une somme importante, mais on va se retrouver aussi confronté peut-être à des élus donc qui peuvent ne pas bouger non plus. Pas Donc forcément. Si je peux me permettre de couper la parole, pardon, on pourrait mais, partir dans l'idée d'une dynamique portée uniquement par des citoyens, nourris à la mode Oregon, pardon, et qui ensuite font de la production, de la préconisation, mais en sachant que ce qu'on demanderait aux élus, c'est d'organiser, d'assurer l'organisation de cette consultation, formation des citoyens tirés au sort, et de les laisser plancher pour ensuite prendre acte de leurs préconisations et s'engager à les respecter. oui, non, mais c'est exactement ça. D'accord. Tout à fait d'accord. Sauf qu'à un moment donné, c'est l'œuf ou la poule. C'est qu'à un moment donné, il faut que quelqu'un lance ça. Alors, nous, ça fait déjà un an que l'on pousse cette idée. Donc, on n'a pas eu non Demander plus. un engagement aux candidats au régional. Oui, exactement. C'est ce que la note que nous avons élaborée conclut qu'il faut qu'il y ait une consultation par un référendum, évidemment, en mars 2021, voilà, mais qu'il y ait ce débat citoyen exactement sur le mode que vous avez présenté. Alors après, techniquement, comment organiser ça? Mais là, vous avez quasiment dit, je pense, en ce qui me concerne les choses. Après, ça peut être aussi, je pense qu'il y a une diversité de méthodologies aussi. Donc là, Erwan, je laisse Erwan repréciser ces détails-là. Hein. Oui, mais sur la méthodologie, Yannick, on est effectivement tout à fait sur la même longueur d'onde. Le principe soit des jurys citoyens ou qui a été repris dans une version avec beaucoup plus de personnes par la Convention citoyenne, c'est bien d'avoir ces différents temps. Il y a un temps où on part du vécu des personnes, un temps de diagnostic, où on les laisse déjà s'exprimer, exprimer eux où ils en sont sur ce sujet, et avec un temps de formation, de rencontre d'experts. Et dans l'idéal, après, c'est eux, après avoir rencontré quelques experts et eu un temps de formation, entre guillemets, c'est eux qui définissent les besoins d'information qu'ils ont pour pouvoir aller jusqu'au bout du sujet et répondre à la question, à l'enjeu qui leur est proposé. Et donc là, c'est un temps où ils définissent les profils des personnes qu'ils veulent rencontrer, où ils disent, voilà, je veux rencontrer vraiment telle personne. Et là, on rentre dans une phase qu'on appelle souvent d'audition, où ils vont poursuivre le dialogue avec des experts. Et enfin, la dernière phase, c'est plus un temps là entre eux, où ils ont du temps pour digérer ces informations, à partir de tout ce qu'ils ont entendu, débattre entre eux et aller vers un consensus et aussi la notification des dissensus. Parce que c'est aussi la richesse d'un groupe citoyen, c'est à un moment donné de pouvoir avoir
une vision très claire sur un sujet, de ce qui rassemble les citoyens, mais aussi de voir l'état des débats ou les points où ils n'arrivent pas à se mettre d'accord à 100%. Et ce qui est important vraiment dans le temps de formation, c'est de bien équilibrer l'information et que les experts, s'il y a des débats sur un sujet, s'il y a des dissensus forts sur une thématique, il faut qu'ils puissent entendre l'état des connaissances et des remarques. Je pense notamment à la question de la Loire-Atlantique. Ce sera important qu'ils puissent entendre les arguments de tous ceux qui prônent l'idée d'agrandir la Bretagne en y amenant la Loire-Atlantique, mais aussi entendre les explications de ceux qui sont en contre et les différents arguments. Et après, ce sera à eux de mûrir leur propre opinion. Et ce qui est intéressant aussi quand on vit ces projets-là, c'est d'entendre les citoyens qui mûrissent leurs idées et qui nous disent à la fin, bah, j'ai changé d'opinion, j'ai évolué, ou alors je me suis senti renforcé dans ma position. Et peut-être juste donner un petit exemple. J'ai une collègue qui avait travaillé il y a quelques années. Bon, c'était un sujet précis et technique, mais sur la question de l'enfouissement des déchets nucléaires. Et ce qui a été intéressant, c'est que les travaux du panel qui a réfléchi sur cette question, est-ce qu'il fallait à Bure enfouir les déchets nucléaires, en fait, par rapport au raisonnement des experts français, eux, ils ont fait un pas de côté et ils ont pointé du doigt en fait que les experts étaient des géologues en France. Donc, quand on parlait de traitement des déchets, on parlait toujours enfouissement et qu'il y avait une proximité des décideurs avec ces géologues. Donc, en fait, ils ont pas, leur recommandation à la fin n'a pas été de dire il ne faut pas le faire, mais de dire finalement il y a d'autres manières de faire qui ne sont pas pires et qui pourtant qui sont utilisées dans d'autres pays. Donc, ils remettaient dans la balance d'autres solutions qui étaient ignorées finalement ces dernières décennies en France. Oui, j'aimerais rajouter quelque chose sur la Loire-Atlantique. Alors, je pense que Kevin Gézéquel reviendra sur ce point. Mais enfin, voilà, pour être aussi très concret, on peut très bien lancer le débat sur la Bretagne à 4 départements financés par la région Bretagne et via le Bray Civic Lab en tant que partenaire, impliquer les citoyens de la Loire-Atlantique en passant outre les institutions qui vont peut-être pas vouloir s'impliquer, par exemple. Parce que j'imagine mal la région Pays de la Loire organiser ça avec des financements. Le conseil départemental de Loire-Atlantique, voilà, point d'interrogation, peut-être, puisqu'ils ont quand même demandé à l'État d'organiser un référendum. Hein, donc il y a quand même déjà un engagement écrit, même si ça reste qu'un vœu. Mais je pense qu'on peut très bien organiser ce débat citoyen sur les 5 départements. Hein. C'est compliqué, mais il y a des pistes. Mais effectivement, si on part des institutions et des élus, ça va bloquer. Mais si on part des citoyens qui portent un projet, ça peut être le Bray Civic Lab, ça peut être un collectif. Bon, il ne faut pas non plus que ça soit qu'un collectif d'activistes avec une seule logique, sinon c'est mort. Donc nous, on est un peu, voilà, on est un peu entre, puisqu'on porte un débat démocratique avant tout, et on reste un think tank, on reste que dans la réflexion en tout cas. Hein. Même si on a un doute qu'aussi, on passe à l'action, mais bon, il faut rester quand même neutre quelque part pour que ce débat citoyen ait lieu. Mais je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Je pense que c'est un peu ce que dit aussi Yannick Kerlogo, c'est que si ça ne part pas des citoyens, je ne vois pas qui peut faire bouger ça au niveau politique. Ça devient très complexe. Mais si on arrive à influencer, à porter quelque chose, et non pas sur le mode du combat, mais sur le mode du débat démocratique, je pense, et on n'est pas loin. Je pense que là, on n'est pas loin de gagner le combat, de gagner cette démarche. Hein. Peut-être qu'on va avoir des élus à Nantes, peut-être que ça va bouger. Moi, je remarque une chose, c'est qu'on ne parle plus du tout du Grand Ouest en Pays de la Loire, ni Nantes. Au municipal, plus personne n'évoque le Grand Ouest, donc y compris la maire actuelle. Donc on voit bien qu'il y a des choses qui bougent. La terminologie commence à bouger. Je pense qu'il y a quelque chose. On peut faire bouger les lignes dans quelque chose qui est en train de bouger actuellement. Mais il faut avoir une stratégie aussi, quoi. Et des collaborations
Et puis, il faut être assez patient pour réussir et non pas aller tête baissée dans le mur. Donc voilà pour moi ce que j'ai à dire. Je pense que Kevin a quelque chose à dire sur ce sujet. Kevin, peut-être un petit mot rapide? Ouais, très rapidement, à mon sens, l'important, c'est que comment dire, le débat citoyen soit organisé sous des formes identiques ou au moins analogues sur l'ensemble de la Bretagne. Et après, ça peut être fait de différentes façons avec différents partenaires. Je pense quand même qu'en Loire-Atlantique, on peut très bien imaginer des soutiens institutionnels à différents niveaux, des soutiens politiques. C'est aussi le rôle des associatifs de les convaincre d'une façon ou d'une autre de s'engager là-dedans. Merci beaucoup. Écoutez, on arrive à la fin donc, de ce webinaire qu'on va conclure. Merci en tout cas à tous d'avoir assisté jusqu'à la fin, même si on a un petit peu dépassé. Merci pour vos questions, vos participations. Merci Stéphane Péan, Erwan Dagorn et Kevin Jezikel pour vos interventions. Je me permets de vous préciser qu'on aura d'autres webinaires qui sont à venir sur d'autres thématiques, on vous tiendra au courant. Et pour ceux qui n'auraient pas pu assister à l'ensemble de ce webinaire-ci, un replay sera disponible sur nos réseaux sociaux, Facebook, probablement sur notre site internet également. Et donc n'hésitez pas à le regarder, le diffuser, en parler autour de vous. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci. Merci, très belle soirée. Merci.